Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à l'activité partielle. Je suis Catherine Cramart, manager du département social. Nous allons débuter ce webinaire qui sera présenté par notre expert en droit social, Laura Siméon. Pour des raisons de confort pour l'ensemble des participants, nous avons désactivé les micros. Ce webinaire, comme d'habitude, va durer une trentaine de minutes, 20 minutes pour l'intervention et les 10 dernières seront consacrées à répondre à vos questions. D'ailleurs, vous allez pouvoir poser les questions tout au long de ce webinaire. Donc, vous avez à droite un petit onglet qui permet de le faire. Une dernière information avant de commencer, vous allez pouvoir télécharger le support de présentation également pendant la durée de ce webinaire. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre expert Laura. Merci Catherine. Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'activité partielle et plus précisément ses évolutions. Alors initialement, nous avions prévu de vous parler et de vous présenter les changements devant intervenir au 1er novembre. Mais entre-temps, l'actualité nous a rattrapés et nous avons donc changé notre fusil d'épaule. Il est vrai qu'entre confinement, déconfinement, reconfinement, report des évolutions, annonces sur Twitter ou encore plus généralement les informations dans les médias, nombreux d'entre vous sont à ne plus savoir quelles dispositions appliquer et quand les changements doivent intervenir. Nous avons donc pris le parti d'essayer de faire le point sur les dispositions encore applicables à ce jour et jusqu'à quand le sont-elles et quelles sont les dispositions à venir et à partir de quand. Alors, démarrons plutôt par les dispositions encore et toujours applicables à ce jour. Dans le cadre de cette crise sanitaire, le gouvernement a modifié de façon structurelle le dispositif d'activité partielle. Parmi ces évolutions et ces changements, certaines dispositions ont été voulues temporaires et d'autres plutôt pérennes. Commençons par les dispositions pérennes, c'est-à-dire celles qui sont codifiées et qui en principe ne devraient plus bouger. Alors, parmi les modifications pérennes, donc celles qui ont été, j'insiste bien, codifiées, nous avons des délais, notamment le délai de 30 jours à compter du placement en activité partielle pour adresser sa demande d'autorisation à la directe. Rappelons qu'en principe, la demande d'autorisation doit être préalable au placement en activité partielle. Une exception avait été prévue, c'était l'hypothèse de la suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries. Cette exception a été étendue à l'activité partielle en cas de circonstances à caractère exceptionnel, telles que l'est la fermeture obligatoire due à l'épidémie de Covid-19. Donc ça, c'est codifié et ça reste. Autre délai qui est maintenu et codifié, c'est le délai de 2 mois pour recueillir et envoyer l'avis du CSE à compter de la demande d'autorisation. Là aussi, en principe, cet avis est préalable au placement en activité partielle et transmis en même temps que la demande d'autorisation. 2 exceptions sont donc prévues et restent applicables. C'est en cas d'activité partielle due à un sinistre ou intempérie et toute autre circonstance à caractère exceptionnel. Attention, toutefois, pour le délai de 48 heures dont disposait la directe pour notifier sa réponse et à l'issue duquel le silence vaut acceptation, n'est en revanche plus applicable depuis le 1er octobre 2020. Il faut donc revenir sur notre fameux délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande. Toutefois, il semble encore que certaines directes l'indiquent sur leur site, ou assurent des réponses assez rapides. Mais il faut être vigilant et ne pas considérer que le silence au bout de 48 heures vaut acceptation de la demande. Autres dispositions codifiées et donc qui resteront là aussi applicables, c'est l'ouverture du dispositif d'activité partielle au forfait jour en cas de réduction d'activité et non plus uniquement en cas de fermeture. Parmi les autres dispositions également codifiées, nous avons la détermination du salaire de référence en cas de rémunération variable. Alors, il faut savoir que cette détermination avait été fixée par l'ancienne circulaire du 12 juillet 2013 et le décret du 16 avril 2020 nous avait également apporté des précisions, en précisant notamment qu'il fallait prendre la moyenne des rémunérations variables perçues au cours des 12 derniers mois ou moins si on avait moins de mois travaillés.
Ces dispositions devraient continuer à s'appliquer au-delà, enfin doivent continuer pardon, à s'appliquer au-delà du 31 décembre, puisqu'un décret du 30 octobre pérennise cette définition en la codifiant. Notez toutefois que le décret du 30 octobre, justement, abroge le précédent décret, et ce à compter du 1er novembre. Donc nous avons eu des questions disant « Ah bah oui, mais entre le 1er novembre et le 31 décembre, qu'est-ce que j'applique ?» Je pense qu'il s'agit très honnêtement d'une coquille qu'il y a dans le décret, et quoi qu'il arrive, l'administration continue de garder cette définition. Donc vous restez sur l'application, toujours note moyenne des 12 derniers mois. Autre disposition également qui est codifiée, c'est la possibilité de réaliser une seule demande en cas d'activité partielle lorsque la demande porte sur au moins 50 établissements. Donc, cette disposition à la base était prévue pour être temporaire, elle est codifiée. Et donc, à partir de là, on pourra toujours faire une demande. Par contre, attention, la demande doit être faite pour le même motif et la même période sur au moins 50 établissements. Autre disposition codifiée, mais qui est plus récente, il s'agit de l'obligation d'information récurrente du CSE sur les conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre dans les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, cette information doit être réalisée à l'échéance de chaque autorisation. Par exemple, si l'autorisation d'activité partielle a été accordée pour 6 mois, c'est à l'issue de ces 6 mois que l'employeur devra réaliser cette information. Le contenu de cette information n'a pas été précisé, mais pour moi, il s'agit essentiellement de faire le point sur ce qu'il s'est passé, puisqu'en général, au moment de la demande d'autorisation, les informations sont plutôt prévisionnelles. Attention, cette disposition est bien entrée en vigueur le 1er novembre 2020, donc pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas réalisé lors du premier confinement. Maintenant, cette disposition est pérenne, donc vous devez la réaliser, et ce depuis le 1er novembre. Donc ça, c'était pour les dispositions pérennes. Voyons maintenant les dispositions temporaires qui continuent de s'appliquer. Bon nombre de dispositions temporaires ont une durée de fin fixée au 31 décembre 2020. Compte tenu du nombre, je n'aborderai pas toutes et chacune d'entre elles, ça me demanderait trop de temps. Maintenant, je les ai indiquées dans le support que vous pouvez télécharger. Donc, on va en voir quelques-unes, mais vous les aurez listées dans le document. Parmi les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2020, bien évidemment, on garde le maintien, les taux d'indemnisation fixés depuis le 1er juin 2020 et le principe de la modulation du taux d'allocation d'activité partielle en fonction des secteurs d'activité. Donc, je rappelle que depuis le 1er juin, côté salarié, ce dernier a l'équivalent de 70% de sa rémunération brute. Côté employeur, il obtient un remboursement qui correspond à 60% de la rémunération brute du salarié, plafonnée à 4,5 SMIC, ce qui couvre environ 85% de l'indemnisation versée aux salariés. Auparavant, ce montant correspondait à 100% des 70% versés aux salariés. Toutefois, pour soutenir les secteurs les plus touchés par les conséquences économiques de l'épidémie, l'indemnisation a été maintenue à hauteur des 70% de la rémunération brute du salarié pour certains secteurs. Je ne reviens pas sur cette liste des secteurs, juste pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et l'interruption. Sachez pardon que l'interruption peut être totale ou partielle, tant qu'elle est subie en application d'une obligation légale, réglementaire ou une décision administrative. Donc, ces dispositions à la base devaient être temporaires, elles devaient finir au 30 septembre, elles ont été prolongées successivement au 31 octobre puis 31 décembre. Autre disposition qui est toujours applicable, et ce jusqu'à la fin de l'année, c'est l'ouverture à certaines catégories de salariés, telles que par exemple les VRP ou les cadres dirigeants. En revanche, l'extension du dispositif pour les assistants maternels et les salariés du particulier employeur a été abrogée depuis fin août 2020. On applique toujours le dispositif d'activité partielle pour les salariés dits vulnérables ou contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans. Attention, je voudrais faire quand même quelques petites précisions. Pour les salariés vulnérables, le dispositif n'a jamais cessé de s'appliquer, mais la liste des personnes vulnérables a été réduite par décret du 29 août 2020.
L'application de ce décret a été en partie suspendue par une décision du Conseil d'État. Les juges ont considéré que le choix entre les pathologies conservées comme éligibles était incohérent et pas suffisamment justifié. Donc, on devait en revenir à l'ancien décret du 5 mai 2020. Mais entre-temps, nous avons eu un nouveau décret, donc le décret du 10 novembre 2020, qui fixe une nouvelle liste de critères de vulnérabilité. Par contre, il inclut également des conditions supplémentaires, comme l'impossibilité de faire du télétravail ou d'assurer des mesures de protection renforcées. Donc, il faut donc cumuler deux choses. Il faudra que le salarié, pour rentrer dans le dispositif, présente un certificat médical dans lequel il a une pathologie listée dans le décret et en plus cumule avec une autre condition, par exemple l'impossibilité de lui faire du télétravail. Sachez également que ce décret donne un rôle au médecin du travail en cas de désaccord entre le salarié et l'employeur sur les mesures renforcées. Pour les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans, la loi ne prévoit pas de date de fin claire, comme pour les salariés vulnérables. Mais rappelons qu'entre le 5 juillet et le 31 août, l'administration en a suspendu l'application. Il faudra donc être vigilant sur leur prise de position. Pour les personnes proches de personnes vulnérables, le dispositif a été abrogé depuis le 31 août 2020, sauf pour la Guyane et Mayotte, où il a fallu attendre la fin de leur état d'urgence. Sachez que le dernier décret du 10 novembre ne réactive pas ce dispositif-là. On continue également d'appliquer jusqu'au 31 décembre les dispositions spécifiques prévues pour l'indemnisation des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. On continue d'appliquer également l'individualisation, c'est-à-dire la possibilité, je vais y arriver, d'individualiser le placement en activité partielle. En effet, le principe, c'est que le placement en activité partielle doit présenter un caractère collectif, c'est-à-dire que la mesure doit affecter tous les salariés d'une même unité de travail de la même façon. À titre dérogatoire, l'ordonnance du 22 avril 2020 a prévu la possibilité de placer en activité partielle les salariés de façon individualisée, c'est-à-dire certains en activité partielle, d'autres non, ou alors selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein de la même unité de travail. Cette faculté ne peut se faire qu'en application d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou à défaut, après avis favorable, attention, du CSE. On garde également jusqu'à la fin de l'année le principe de la prise en compte des heures d'équivalence et heures supplémentaires. Attention, je rappelle que ce ne sont pas toutes les heures supplémentaires, il s'agit uniquement de celles qui sont prévues en vertu d'un accord collectif ou d'une convention de forfait en heures conclue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, c'est-à-dire avant le 24 mai 2020. Donc cette tolérance est toujours applicable jusqu'à la fin de l'année. On continue d'appliquer également jusqu'à la fin de l'année le régime social de l'indemnité d'activité partielle. Donc, je rappelle que les indemnités d'activité partielle sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, mais demeurent soumises à CSG, CRDS au taux de 6,20 et 0,50. Dans un souci de simplification, les exonérations et réductions de taux applicables pour les personnes à faible revenu ont été supprimées. Et le régime social a été étendu aux majorations d'indemnités d'activité partielle prévues par accord collectif ou décision unilatérale. Toutefois, une limite a été introduite, l'indemnité légale plus l'indemnité conventionnelle ne sont exonérées de cotisations que dans la limite de 3,15 fois le SMIC horaire, soit 31,98 €. En cas de dépassement, la part excédentaire sera soumise à cotisation. Jusqu'à la fin de l'année, on garde également la monétisation, la possibilité de mettre en place de la monétisation des jours de repos. Donc, il s'agit de la possibilité de monétiser des jours de repos conventionnels ou de congés payés pour compenser la perte de rémunération subie par les salariés lorsqu'ils sont placés en activité partielle. Deux mécanismes ont été créés par la loi du 17 juin 2020. Il y a la monétisation sur demande du salarié pour compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération, et la monétisation sur décision de l'employeur, c'est-à-dire que ce dernier peut imposer aux salariés placés en activité partielle pour lesquels il a assuré un maintien intégral de leur rémunération en vertu d'une disposition conventionnelle, d'affecter des jours de repos ou congés payés sur un fonds de solidarité
pour pouvoir être monétisés dans le but de compenser les diminutions des rémunérations subies par les autres salariés placés en activité partielle, mais pour lesquels ils n'auraient pas assuré un maintien intégral de leur rémunération. Par contre, ces mécanismes ne peuvent être autorisés que par accord d'entreprise ou de branche. Il y a encore beaucoup d'autres dispositions temporaires qui continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020, mais comme je vous le disais, je n'ai pas le temps de les aborder toutes. Toutefois, vous les avez listées dans le support. Donc, je vous invite à en prendre connaissance rapidement et de télécharger le support par la suite. Maintenant, je voudrais que l'on voit deux dispositions qui sont bien applicables aujourd'hui, mais qui ont une date de fin au-delà du 31 décembre 2020. Nous avons le dispositif de l'ARME. Donc l'ARME, dite activité réduite pour maintien dans l'emploi, que vous trouverez également sous l'appellation APLD, activité partielle longue durée. Il s'agit d'un dispositif créé par la loi du 17 juin 2020 qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable de réduire l'horaire de travail de leurs salariés dans la limite de 40% de la durée légale du travail. Pour en bénéficier, les entreprises devront être couvertes par un accord collectif, donc d'entreprise, d'établissement ou de groupe, ou un accord de branche. En cas d'accord de branche, elles pourront le mettre en œuvre par décision unilatérale. Quoi qu'il arrive, les entreprises devront prendre des engagements en matière de maintien dans l'emploi. En cas d'autorisation, ça vaut pour 6 mois, avec une possibilité éventuellement de renouveler, mais sous réserve de fournir un bilan. Question indemnisation au cours de ce dispositif. En principe, l'indemnisation est de 70% pour le salarié et 60% pour l'employeur. Attention, pour que ce dispositif reste attractif, le décret du 30 octobre a prévu que l'employeur ne puisse pas percevoir moins que s'il était resté dans le dispositif de droit commun. Donc, tant qu'on applique le principe de modulation en fonction des secteurs d'activité, on garde l'indemnisation la plus favorable. Autre disposition qui a une date au-delà du 31 décembre, jusque-là, l'employeur devait remettre aux salariés un document récapitulant le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées pour la période d'activité partielle. Le décret du 25 mars 2020 supprime ce document pour introduire ces mentions directement dans le bulletin de paye. Toutefois, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au, par contre, 26 mars 2021, l'employeur a la faculté de remplir son obligation en continuant de fournir ce document récapitulatif. Alors attention, c'est jusqu'au 26 mars, donc à compter du 27 mars, il faudra bien mettre les mentions dans le bulletin de paye. Donc on peut noter que de nombreuses dispositions mises en place lors du premier confinement sont encore valables aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin de l'année. Voyons les dispositions qui devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Vous avez sans doute entendu tous parler de baisse de taux. Cela fait même plusieurs mois qu'on en entend parler, mais il s'agissait essentiellement d'effets d'annonce. Aujourd'hui, nous avons bien 2 décrets qui sont parus au JO du 31 octobre, qui en fixent clairement les contours avec une entrée en vigueur au 1er janvier. Nous allons donc voir dans un premier temps les apports de ces décrets. Nous allons également aborder dans une deuxième phase les évolutions pouvant être envisagées, parce qu'en effet, nous avions 2 projets de loi qui avaient éventuellement un impact sur l'activité partielle. Attention, l'un de ces projets n'en est plus un, puisqu'il a fait l'objet d'une publication au journal officiel ce week-end. Donc tout d'abord, pour les apports des décrets. Comme je vous le disais, ces 2 décrets sont venus modifier le dispositif de l'activité partielle. Ils apportent essentiellement des modifications sur l'indemnisation, tant pour le salarié que pour l'employeur, mais pas que. Côté salarié, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés est réduite et est fixé à 60% de la rémunération brute. La rémunération reste celle retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé, selon la règle du maintien de salaire, mais devient plafonnée comme pour l'employeur, à 4,5 SMIC. Rappelons qu'elle était donc initialement de 70% de la rémunération brute sans plafonnement. Le décret introduit également le principe du plafonnement au salaire net, c'est-à-dire que le salarié ne pourra plus percevoir, après application des cotisations obligatoires, un montant d'indemnité supérieur à sa rémunération nette horaire habituelle. Côté employeur,
Le montant de l'allocation versée à l'employeur est de nouveau réduite et passe à 36% de la rémunération brute du salarié. La rémunération prise en compte reste celle que l'on retient pour le calcul de l'indemnité de congé payé selon la règle du maintien de salaire et toujours limitée à 4,5 SMIC. Attention, le montant plancher de 8,03 qui était jusque-là applicable est supprimé et remplacé par le montant de 7,23 €, sauf pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Alors pour mémoire, ce taux de 7,23, il s'agissait de l'ancien taux, l'ancien montant forfaitaire appliqué pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc il n'y aurait plus de principe de modulation en fonction des secteurs d'activité. Autre disposition modifiée et pas des moindres, il s'agit de la durée maximale d'activité partielle autorisée qui va être réduite à 3 mois. Rappelons que cette durée avait été portée à 12 mois en vertu du décret du 25 mars 2020. L'autorisation pourrait être renouvelée, toujours sous la condition de prise d'engagement, maintien dans l'emploi, formation, dans la limite de 6 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Une exception toutefois est prévue en cas de demande de recours à l'activité partielle suite à un sinistre ou à des intempéries à caractère exceptionnel. L'autorisation pourra être accordée pour une durée de 6 mois maximum et pourra être également renouvelée dans les conditions de droit commun. Attention, cette durée sera applicable aux demandes d'autorisation adressées à compter du 1er janvier 2021. Pour les employeurs qui bénéficieraient déjà d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, cette durée de 3 mois ne leur sera pas applicable. Par contre, l'administration a quand même précisé qu'elle tiendrait compte de la durée dépassant le 1er janvier pour l'appréciation de ces 6 mois maximum. Donc, si je prends un exemple, admettons 1er novembre, j'ai une autorisation pour 6 mois, donc en principe qui devrait aller jusqu'à fin avril. L'administration, si je demande un renouvellement, tiendra compte de ces 4 mois sur la période du mois de janvier pour limiter ma période de 6 mois. Donc, grosso modo, j'aurai le droit qu'à 2 mois en termes de renouvellement. Voici donc les évolutions qui sont actées et qui doivent en principe intervenir à compter de l'année prochaine. Maintenant, compte tenu du contexte sanitaire, il n'est pas exclu que leur entrée en vigueur soit reportée. En revanche, le contenu ne devrait pas changer. Voyons les dispositions des projets de loi. Alors, on a plusieurs projets de loi qui étaient en cours et qui pouvaient avoir un impact sur l'activité partielle. Nous avons le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce projet de loi porte uniquement sur la prolongation du régime social des indemnités d'activité partielle, y compris des indemnités complémentaires. Donc, le projet de loi prévoit de supprimer définitivement les exonérations et réductions de taux de CSG pour les personnes à faible revenu et de maintenir le principe de l'écrêtement. Il prévoit également de prolonger pour 1 an l'application du régime social des indemnités d'activité partielle aux majorations complémentaires qui seraient prévues en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, toujours dans la limite de 3,15 fois le SMIC horaire. Pour l'autre projet, alors qui n'en est plus un, puisque la loi est parue ce week-end, il s'agit de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence. Cette loi habilite de nouveau le gouvernement à procéder par ordonnance, et ce jusqu'au 16 février 2021, pour prolonger, rétablir ou adapter, selon ces termes, plusieurs dispositifs temporaires dérogatoires qui ont été mis en œuvre durant le confinement ou à l'issue de celui-ci. Donc, certaines dispositions que nous avons vues précédemment, dont l'application devrait s'achever en principe au 31 décembre 2020, pourraient être prolongées. Cette loi ne prévoit pas une liste de dispositions pouvant être prolongées. Elle ne vise que des catégories. Il faudra attendre les ordonnances pour en avoir le cœur net. Maintenant, dans ces catégories, vous retrouvez notamment le dispositif spécifique pour les personnes vulnérables, les proches et gardes d'enfants, l'ouverture aux nouveaux bénéficiaires, la modulation du taux de l'indemnité d'allocation d'activité partielle et bien d'autres. Le projet de loi envisage également la prolongation de la monétisation des jours de repos et le maintien des garanties de prévoyance complémentaires jusqu'au 30 juin 2021. Donc là, ce serait qu'une prolongation de 6 mois. Voilà ce qui peut nous attendre.
Pour conclure, gardez en tête que la majorité des dispositions temporaires sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020. De nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur à compter du 1er janvier. Compte tenu de l'évolution du contexte sanitaire et économique, il n'est pas exclu que nous ayons une prolongation de certaines dispositions temporaires et ou des reports sur les changements attendus. Je vous remercie de votre attention. Merci Laura pour cette présentation très complète sur l'activité partielle. Nous allons désormais consacrer une dizaine de minutes à répondre aux questions des participants qui sont nombreuses. Alors, une première question concerne le reconfinement. Effectivement, peut-on bénéficier suite au reconfinement de nouveau de l'activité partielle? Oui, bien sûr, hein, on est toujours en crise sanitaire. Les décisions récentes de reconfinement, voire de fermeture des commerces jugés non essentiels restent une circonstance exceptionnelle qui justifie le recours à l'activité partielle. Par contre, attention, par rapport au premier confinement, c'est un peu moins ouvert et un peu moins souple. Enfin, c'est plutôt je dirais le confinement est un peu plus souple. Et donc certains qui pouvaient bénéficier de l'activité partielle parce qu'ils ne pouvaient pas mettre en place du télétravail ou ne pouvaient pas assurer le respect des gestes barrières, ces motifs-là ne seraient plus aujourd'hui valables. Merci Laura. Une autre question. En cas de rémunération variable, comment détermine-t-on le salaire de référence lorsqu'au cours des 12 mois précédents, l'entreprise a déjà eu recours à l'activité partielle? Alors, ça, c'est une question que l'on a très souvent et pour laquelle, malheureusement, nous n'avons pas de réponse tranchée. Pour ma part, j'ai tendance à repartir sur la définition même du texte, hein. Déjà, pour déterminer l'assiette de l'indemnité, il faut reprendre l'assiette telle que retenue pour l'assiette de congés payés, selon la règle du maintien. Donc, tout ce qui est revenu de remplacement, en principe, on ne les prend pas en compte. Autre chose, on vous dit qu'en cas de rémunération variable, je fais la moyenne des 12 derniers mois, ou moins si j'ai moins de mois travaillés. Moi, j'aurais tendance à neutraliser les périodes d'activité partielle pour reprendre que les mois travaillés et refaire cette moyenne-là. Maintenant, l'idéal, ce serait d'avoir quand même une position de l'administration sur ce point. Très bien, merci. Alors, j'ai des questions sur l'APLD, l'activité partielle de longue durée, notamment concernant les salariés vulnérables. Peut-on placer un salarié dit vulnérable justement en activité partielle longue durée? Alors oui, tout à fait. L'administration l'a d'ailleurs listé dans une de ses questions sur son site, sur le site du ministère du Travail. Elle n'exclut pas du tout la possibilité de viser un salarié dans le dispositif de l'APLD, qu'un salarié vulnérable rentre dans ce dispositif-là. Elle précise juste que si le salarié est visé par le dispositif de l'APLD, on ne tiendra pas compte de ces heures chômées pour l'appréciation du seuil maximal de 40%. Très bien. Alors, une autre question qui concerne les parents qui sont contraints de garder leurs enfants. Est-ce que pendant ce confinement, les fermetures d'établissements, est-il possible d'avoir recours à l'activité partielle? Alors oui, on peut toujours bénéficier de l'activité partielle au titre du dispositif garde d'enfants. Comme je vous le disais, la loi n'a pas fixé de date de fin, donc aujourd'hui, le dispositif est toujours en cours. D'ailleurs, l'administration ne l'a pas pour l'instant fermé. Maintenant, il faudra quand même faire attention aux propos qui sont tenus par l'administration. Je pense que le temps de la durée de l'année scolaire, ça ne devrait pas bouger. Donc, si le parent justifie d'un document fait par l'école comme quoi la classe ou l'école est fermée, bah, pas de souci. Maintenant, méfiez-vous quand même de ce que dit l'administration. Merci. Donc, une autre question sur l'APLD. Comment apprécier le seuil de réduction de 40% maximum?
Alors, le seuil de 40% est fixé par rapport à la durée légale du travail, c'est-à-dire qu'on prend 35 heures, on prend 40% de 35 heures, donc comme le dit l'administration, en principe, ça correspond à 14 heures chômées. Le problème, et souvent les questions, c'est comment je fais pour les salariés qui ne sont pas à 35 heures finalement, pour un salarié à temps partiel ou pour un salarié qui aurait des heures supplémentaires structurelles. Pour les salariés à temps partiel, l'administration nous dit que ce nombre d'heures chômées est appliqué indifféremment, que vous soyez à temps plein ou à temps partiel. Donc, a priori, un salarié qui serait à 14 heures, par exemple, prenons un salarié avec un contrat de 14 heures, pourrait avoir un contrat, enfin, un nombre d'heures travaillées égal à 0. Pour les salariés qui ont des heures supplémentaires, l'administration considère, elle prend toujours les cas dérogatoires par contre, donc c'est-à-dire les heures d'équivalence ou les heures supplémentaires qui sont prévues par accord collectif ou convention de forfait en heures, pardon. Elle prend ce volume d'heures et qu'elle prend les 40% de ce volume d'heures. Je voudrais prendre comme exemple, par exemple, HCR, pour qui c'est en général 39 heures, et donc on prendrait 40% de 39 heures. Merci Laura. Encore une dernière question. Un salarié qui est en activité partielle peut-il travailler dans une autre entreprise? Alors oui, c'est une question aussi qui revient très souvent. L'administration l'avait d'ailleurs autorisé. Il faut savoir que le Code du travail n'interdit pas le cumul d'emplois, sauf en termes de durée maximale du travail. Or, si le salarié a un nombre d'heures réduit, ça lui laisse la possibilité pendant le reste de temps de cumuler un autre emploi ailleurs. Donc, il n'y a rien qui l'interdise. La seule chose, c'est qu'il faudra que le salarié vérifie qu'il n'ait pas une clause d'exclusivité, et il devra toujours respecter son obligation de loyauté. Donc, le plus sage, c'est quand même qu'il en informe son employeur. Merci Laura. Le temps imparti à ce webinaire est terminé. Nous allons bien évidemment reprendre l'ensemble des questions pour lesquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Et nous allons faire une publication que vous allez pouvoir télécharger sur le site svp.com via nos newsletters. Par ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous loguer sur votre espace client dans la rubrique SVP Echo où vous pourrez trouver vos réponses ou contacter directement un expert. Et si vous n'êtes pas client, vous pouvez aussi poser votre première question qui est offerte directement sur le site svp.com. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.